Salut, ça va vous? Il faut qu'on parle d'un problème. Un problème qu'on a tous, je pense, hein, nous, lecteurs avides. Toi et moi, on sait, on a énormément de bouquins à lire, énormément de bouquins qui attendent. Depuis plus de 4 ans, j'accumule des livres. Les livres que j'ai achetés, les livres qu'on m'a prêtés, les livres qu'on m'a offerts. Des livres que j'esquive par peur de ne pas aimer, par flemme, parce qu'ils sont énormes, par goût, parce qu'ils sortent un peu de ma zone de confort. C'est pareil pour toi, on est tous pareils à ce sujet-là. Mais bon, alors j'ai accumulé plus de 40 livres de cette manière. Et il fallait que j'arrête ce flot constant. Alors je me suis mis en book ban, c'est-à-dire que je m'interdis d'acheter des livres, enfin presque, et je lis ce que j'ai déjà. Pour rien éviter, et même ce que j'ai le moins envie de lire, j'ai écrit tous les titres sur des petits bouts de papier, je les ai mis dans ce bocal. Je touille, je pioche, je lis. Pas le droit d'esquiver le bouquin. Seul joker, la bibliothèque, parce qu'il faut bien que je rende les livres que j'emprunte, sinon la police de la bibliothèque va me rattraper. Pour un souci de véracité, parce que ça me fait rire, j'ai filmé à chaque fois que je pioche un bouquin. On triche pas ici. Par contre, j'ai commencé au milieu du mois de novembre, donc j'ai seulement 2 bouquins sur les 5 qui seront issus de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a lu en novembre? Un classique de la science-fiction que j'ai absolument pas compris. Mais vraiment, j'ai rien capté. Rien du tout. On a lu aussi un recueil de nouvelles de Stephen King, encore un. On a lu un classique anglais de la fantasy, un très bon roman d'horreur. Enfin, la première partie d'un classique de la littérature américaine. Donc on commence le mois avec Neuromancer. Neuromancer, c'est écrit par William Gibson et c'est publié en 1984 aux États-Unis. En France, c'est en 1985 avec la maison La Découverte. Pas de tirage au sort pour celui-là, je l'ai chopé à la bibliothèque et grand bien m'en a fait. C'est le premier tome d'une trilogie qui se poursuit avec Compte Zéro, publié en 1986, et Mona Lisa s'éclate, publié en 1988. Neuromancer, c'est aussi le premier roman publié de son auteur. C'est un roman qui s'est imposé comme le chef de file du mouvement cyberpunk en littérature. Et le roman est donc le roman fondateur de ce mouvement. Sommairement, le cyberpunk, c'est un genre de la science-fiction qui part d'un contexte dystopique dans un futur proche, mettant régulièrement en scène un espèce d'anti-héros qui est un peu cynique, qui est désabusé, qui n'a plus espoir dans le monde. La technologie est omniprésente en étant tout autant un moyen de lutte qu'un moyen de contrôle et d'oppression. Un moyen d'oppression par les grosses multinationales ou semblables qui contrôlent un peu tout. Le roman a remporté le prix Nebula du meilleur roman en 1995. Et il se passe quoi dans Neuromancer? Et en fait, on va suivre Henry Dorset Case, qui est un hacker qui a été forcé à la retraite. Il était meilleur dans son domaine, mais un peu avide de succès. Un jour, il a essayé de dépasser un client, un mafieux. Pour se venger, ce dernier lui a inoculé une toxine qui l'empêche d'accéder à la matrice. La matrice dont il a besoin pour hacker des trucs. C'est une espèce de précurseur d'internet, vous l'aurez compris. Sauf que tu doutes bien que le Henry, il va quand même devoir reprendre du travail, reprendre du service. Il est engagé par un gars, un type d'un village, qui le recrute pour pénétrer dans la matrice d'une multinationale surpuissante en échange du retour de sa faculté à surfer sur le web. Donc pour l'aider, il y a une équipe qui compte aussi Molly. Molly qui est une mercenaire, un peu ninja là, tu vois, qui lance des shurikens et qui a des implants oculaires à la place des yeux. Donc il va se passer tout un tas d'événements rocambolesques avec des rebondissements, je suppose. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il doit voler à cette multinationale pour être honnête. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Neuromancer? C'est une bonne question ça, J'en pense rien, malheureusement. Ça a vraiment été 420 pages de confusion. À aucun moment du livre, j'ai su où j'étais, quels étaient les enjeux du roman, quelle était la mission du personnage principal. L'histoire du bouquin, donc, c'est que ce hacker est engagé pour une mission en rapport avec une intelligence artificielle ou deux. Mais alors, j'ai vraiment pas compris s'il réussit cette mission ou pas. Je suppose que oui, mais rien ne m'indique que c'est le cas. Je sais pas non plus qui sont les 3/4 des personnages du roman. Je sais pas si c'est des intelligences artificielles, si c'est des vraies personnes, j'en ai aucune idée. En fait, je suis jamais rentré dans le délire. J'ai persévéré, mais mon cerveau n'a jamais voulu vraiment faire l'effort de suivre les événements. Je sais pas quand est-ce que le personnage rentre en phase de hacking et quand est-ce qu'il se balade dans la vie réelle. J'ai vraiment trouvé que la description était floue et que du coup on se retrouvait très mal entre ces deux instants différents. J'ai l'impression de même pas avoir lu ce bouquin tellement la narration était brouillonne et tellement j'ai rien compris. Il y a certainement un potentiel parce que c'est pas un classique pour rien, mais ce potentiel il est opaque. J'ai vraiment été imperméable à l'œuvre et je me l'explique pas. J'ai vraiment jamais été autant dans la compréhension face à un bouquin, puis j'ai désarmé. Attention suspense, pour ce deuxième bouquin du mois de novembre, on pioche dans le pot. Le premier bouquin suspense dans le pot mystère est donc un recueil de nouvelles de Stephen King intitulé Minuit 4. Voilà, pour l'anecdote, c'est un bouquin que j'ai récupéré dans une boîte à livres, au fin fond de la Suisse normande, c'est comme ça que ça s'appelle. Un truc un peu moisi là qui sentait bien l'humidité. Bref, c'est pas tant un recueil de nouvelles que 2 courts romans de Stephen King publiés ensemble. Le bouquin, c'est la seconde partie d'une duologie qui n'a pas besoin d'être lue dans l'ordre. Cette première partie, c'est aussi 3 petits romans réunis dans un bouquin qui s'appelle Minuit 2, que j'ai juste ici. Hop, Minuit 2. On devrait globalement en reparler un jour parce qu'il est dans le pot mystère. Alors, c'est publié en 1990 chez les Zinzins d'Armes à Feu, 2 ans plus tard chez nous, on n'est pas bien. Dans l'histoire de publication de Stephen King, les 2 recueils de nouvelles que sont Minuit 2 et Minuit 4
qui sont publiés ensemble, sortent alors que débute sa saga de science-fiction slash fantasy slash western à succès, La Tour Sombre, qui est l'œuvre majeure de Stephen King pour lui. On en a déjà parlé succinctement, mais de mon point de vue, c'est un truc qui était plein de potentiel, mais qui est gâché par les excès de son auteur, qui était à l'époque bien sous et bien drogué aux antidouleurs. Mais il faut le dire, le Stephen King des années 90 est en pleine bourre et c'est succès sur succès. Dans 1008-4, parce que je voulais pas montrer, donc on a donc 2 romans, 2 histoires en tant que telles. Chacune est précédée d'un prologue où Stephen King nous parle un peu du processus créatif qui l'a conduit à ces idées-là. Donc la première histoire s'intitule Le policier des bibliothèques. Et donc on y suit un gars qui emprunte des livres à la bibliothèque pour écrire un discours. La dame du CDI, qui s'avère être une entité cosmique monstrueuse, lui dit que s'il ramène pas ses livres à l'heure, il va être chopé par le policier des bibliothèques, qui est très très méchant. La seconde histoire, Le molosse surgit du soleil, est à propos d'un adolescent à qui on offre un Polaroid pour son anniversaire. Mais à chaque fois qu'il prend une photo, c'est un chien qui apparaît sur la pellicule, un chien infernal qui se rapproche de plus en plus de la caméra au fur et à mesure du nombre de photos prises. Et le chien infernal est très méchant. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Mythique, c'était pas très bon, je dois le reconnaître. Déjà concernant la première nouvelle, le policier des bibliothèques, le principe est rigolo, on y a tous déjà pensé. Étant régulièrement en retard sur le retour de mes bouquins, voilà, j'ai toujours imaginé que la mairie d'Angers allait me retrouver et me régler mon compte. L'idée est marrante, mais très mal exploitée dans cette histoire. À un moment, la dame du CDI, elle raconte une histoire des enfants, et c'est celle de Boucle d'Or, mais revisitée façon horreur. La petite fille meurt, les ours lui mangent la cervelle, je range les cordons parce qu'il y a chat. L'histoire est crade, pas franchement folichonne, mais quand les adultes, des adultes de 35-40 ans l'entendent, ils sont horrifiés comme des enfants, et c'est vraiment assez puéril dans la narration, et assez symptomatique d'une histoire qui ne fonctionne pas. Stephen King plonge dans tous les clichés de l'horreur sans vraiment en faire quelque chose. C'est peu plaisant à lire. La seconde nouvelle, Le molosse surgit du soleil, est un peu meilleure. La proposition est originale et plaisante, mais la conclusion l'est beaucoup moins. On a l'impression que Stephen King ne sait pas vraiment comment récolter les fruits de cette bonne idée de base. Cette fin très chaotique ne fait pas tellement sens, mais bon, la nouvelle reste bonne. On a un personnage secondaire qui se prénomme Pop Merrill, qui est un vieux prêteur sur gage un peu pourri, qui est vraiment très plaisant à suivre dans son caractère grincheux, mesquin et vicieux. Le personnage m'a marqué, donc c'est positif. Ensuite, on a lu ceci là, l'intégrale du Monde de Narnia. C'est le dernier bouquin lu et choisi de ma propre initiative parce que je l'ai commencé fin octobre et qui m'a pris tout le mois parce que j'ai fait des pauses bénéfiques. Parce que c'est 870 pages, donc j'ai ressenti le besoin de ces pauses. Le Monde de Narnia, c'est une saga de fantasy de 7 tomes publiés entre 1950 et 1956 par l'auteur anglais C.S. Lewis, né en 1898. C.S. Lewis fait ses études à Oxford, tout comme J.R.R. Tolkien, et les deux se lient d'une profonde amitié. D'ailleurs, Tolkien qui présentera à Lewis l'illustratrice de toutes les histoires du Monde de Narnia. Le Monde de Narnia, c'est un récit fondateur de mon enfance, surtout par l'intermédiaire de ses adaptations au cinéma. Le Lion, la Sorcière, Blanche et l'Armoire Magique, c'est le premier film que je suis allé voir 2 fois au cinéma. J'avais 9 ans quand le film est sorti. À l'époque, je rêvais déjà de regarder Le Seigneur des Anneaux, mais j'avais pas le droit, j'étais trop jeune. Tu fais pas de conneries. Pour autant, j'avais adoré le Monde de Narnia et son univers de fantasy à m'apporter. Avec des personnages de mon âge, sans que soit délaissé la fibre épique et l'intensité du récit. J'avais tout autant aimé la suite, Le Prince Caspian, et encore plus l'Odyssée du Passeur d'Aurore. C'est en changeant d'appartement que j'ai retrouvé cette intégrale un peu moisie et que je me suis précipité pour la lire, bien accroché à ma nostalgie. Tout le monde connaît le Monde de Narnia, tout le monde a entendu parler, du moins, mais peut-être surtout ma génération avec les films, un peu moins les plus jeunes peut-être. Mais en écrivant cette vidéo, je m'aperçois que c'est pas si facile de résumer ce que le Monde de Narnia est. Narnia, tout d'abord, c'est un univers de fantasy intimement connecté à notre univers à nous. Il existe de nombreuses passerelles entre Narnia et la planète Terre, mais la plupart sont inaccessibles. Là-bas, on a un monde de fantasy comme on en a un peu l'habitude de lire. Des chevaliers, de la magie, toutes sortes de créatures mystiques, des animaux qui parlent. Et plus ou moins à chaque fois, on va demander à les petits enfants anglais de régler les problèmes du pays. On va les invoquer dans une armoire, dans un train, dans un tableau. Et ces petits gamins de 10-12 ans vont tout bonnement faire la guerre et déjouer des coups politiques et tout un tas d'événements là qui sont au-delà de leur âge normalement. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suppose que j'aurais dû laisser ça à mon enfance. C'est pas vraiment la meilleure idée du monde de m'y replonger. Beaucoup trop apologie du christianisme, un peu trop sexiste. Petit spoil, mais le personnage de Suzanne, que le rencontre dès la première histoire, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, elle a pas le droit d'aller au paradis parce que C.S. Lewis considère qu'elle aime un peu trop se maquiller, un peu trop s'habiller pour y être acceptée. Très bof. C'est un peu trop raciste aussi, notamment les Calormen dans l'histoire qui a pas été adaptée, mais l'histoire qui s'intitule Le cheval et son écuyer. Les Calormen, c'est un mélange d'ottomans et de maghrébins. Ils sont vraiment considérés par l'auteur
de manière très manichéenne, hein, comme étant vraiment mauvais, colérique, haineux, et sans vraiment de rédemption, très gênant. Les valeurs que C.S. Lewis veut inculquer sentent un peu trop le vieux biscuit ranci, un peu trop la vieille tisane à l'hibiscus là. Mais bon, il y a plusieurs histoires qui restent plaisantes, notamment celles qui ont été adaptées au cinéma, hein, les trois, avec des personnages top, et Edmund surtout, hein, Edmund qui est mon favori. Mais globalement, j'aurais dû laisser le bouquin dans son étagère intact. Hâte de voir ce que va en faire Greta Gerwig avec ses nouvelles adaptations. Ensuite, j'ai lu Possession, qui est un bouquin de Paul Tremblay. Ça encore, c'est un bouquin emprunté à la bibliothèque, donc pas de tirage au sort. Super la promesse de suspense. Bah ouais, non mais là j'ai voulu la jouer stratégique. J'avais acheté La cabane aux confins du monde, dont on a parlé dans la vidéo du mois de septembre, et j'avais pas vraiment aimé le récit un peu raté, pas bien rythmé sur fond d'apocalypse probable. Je voulais tout de même laisser une chance à Paul Tremblay, qu'on compare beaucoup à Stephen King, sans pour autant investir de l'argent. Tu vois où je veux en venir. Bon et alors, Possession, c'est publié aux States en 2015, mais il faut attendre 2018 pour voir le roman arriver en France, grâce aux éditions Sonatine. Le roman a remporté le prix Bram Stoker du meilleur roman 2015. Paul Tremblay est tranquillement en train de s'installer en référence de la littérature de l'horreur, comme je vous disais, comparé à Stephen King, bien que ce soit majoritairement un argument commercial pour l'instant. Récemment, il a publié, mais uniquement outre-Atlantique, ça n'a pas été traduit, un roman qui s'intitule Horror Movie, à propos d'un remake d'un film d'horreur maudit. Et ça a l'air vraiment très cool, donc j'ai hâte qu'il soit traduit. Possession, de quoi ça parle? Sur le principe, c'est une réécriture et une modernisation de L'Exorciste de William Peck Blatty. C'est tout de même un peu plus subtil que ça. On suit une banale famille américaine, un peu galérienne, hein, classe moyenne inférieure, avec 2 filles et un père au chômage. La vie est stable, plus ou moins, jusqu'à ce que l'aînée, Marjorie, montre des signes inquiétants de schizophrénie. Sauf que la mère, en réaction à ça, elle plonge dans l'alcoolisme. La petite sœur tente tant bien que mal de s'entendre avec une grande sœur qui s'éloigne, et que le père, qui croit pas en la maladie mentale de sa fille, contacte l'église pour effectuer un exorcisme à court d'argent pour payer les traitements médicaux de Marjorie. La famille accepte que l'exorcisme soit filmé et diffusé sous forme de télé-réalité. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai adoré, hein. Pas un coup de cœur, hein, parce qu'il y a 2-3 détails qui m'ont un peu moins plu, mais on en est vraiment pas loin. C'est l'exorciste, mais en mieux, chez les pauvres plutôt que chez une riche actrice qui peut tout mettre en place pour sa fille, sans y penser au niveau financier, et avec un aspect télévisuel et une critique de la télé-réalité très intéressante et très pertinente. C'est vraiment bien traité. L'exorcisme devient donc une émission de télé-réalité. Le suspense est fort, et l'hommage à La Maison des Feuilles est particulièrement cool, hein, parce que c'est quand même un de mes romans préférés. Les différentes parties du récit sont entrecoupées d'une analyse qui est faite par une blogueuse, et c'est bien foutu, mais ça a l'inconvénient quand même de nous sortir du récit. Les rebondissements sont nombreux, sont réussis. Jusqu'au bout, on sait pas qui croire, on sait pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce que Marjorie a vraiment été possédée ou non? Lisez donc le bouquin et dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma recommandation du mois. Pour conclure ce riche mois de novembre, on fait une nouvelle fois appel au pot mystère des bouquins de suspense pour piocher, roulement de tambour, autant importe le vent. Alors vous me pardonnerez, hein, j'ai commencé qu'avec la première partie, parce que en tout on a plus de 1250 pages, et donc petite pause, hein. Ne nous inquiétons pas, j'ai mis la deuxième partie dans le pot mystère. Alors Autant n'emporte le vent, c'est un roman écrit par Margaret Mitchell et publié en 1936, qui remporte le prestigieux prix Pulitzer en 1937. Là j'ai une très belle édition de poche de chez Gale Master, que j'adore, hein. C'est le seul roman de l'autrice, il sera adapté 3 ans plus tard dans un des films majeurs du cinéma, donc considéré comme le 4e meilleur film du cinéma américain par l'American Film Institute, et l'un des plus gros succès du cinéma avec plus de 3 milliards de dollars de recettes quand on ajuste en tenant compte de l'inflation. Donc on peut aisément dire que j'ai entre les mains un des romans les plus influents de la culture américaine. Alors de quoi est-il question dans Autant n'emporte le vent? On est en 1861 en Georgie, un état du sud des États-Unis. Les choses sont très tendues entre les États du Nord et les États confédérés. Le Nord réclame l'abolition de l'esclavage, alors que les États confédérés souhaitent garder leur petit confort là, à exploiter les êtres humains. Dans ce contexte de tension politique, on va suivre le personnage de Scarlett O'Hara, qui est une jeune fille de 16 ans issue d'une riche famille productrice de coton. Scarlett, elle apprécie énormément sa propre personne, persuadée qu'elle peut choper tous les gars du coin. Elle fait envie tout le monde et se paye la tête de l'univers, mais son crush se marie avec quelqu'un d'autre. Et la guerre la rattrape, le petit confort du sud prend fin, et chacun va devoir lutter pour survivre. Et alors, on en pense quoi de ce classique? Bah, j'ai un avis très partagé. Autant la description du sud pendant la guerre de sécession, très détaillée et donc intéressante à suivre. J'ai un peu étudié l'histoire américaine à la fac, mais j'ai pas été très studieux, hein, donc ça a été une bonne séance de rattrapage. La progression d'une vie oisive et ses codes sociaux stricts tout de même
comparable à celle d'une survie pure et dure due à la guerre et vraiment top à suivre. Malgré ça, Scarlett O'Hara, c'est un personnage qui est horrible, vraiment horrible et qui s'améliore pas. Le monde lui est dû, elle est insultante, elle est méprisante, elle est globalement très désagréable à suivre. Et mon gros problème avec le roman, c'est que Margaret Mitchell est née et a vécu à Atlanta, dans une famille aux sentiments confédérés. On sent bien qu'elle a voulu retranscrire cette nostalgie d'un mode de vie passé dans un bouquin qui est vraiment trop pro-esclavagiste, qui est vraiment trop raciste par définition. Et dans ce sens, c'est vraiment difficile à lire, même en ayant connaissance du contexte. Margaret Mitchell elle défend assez clairement un mode de vie sudiste qui repose sur la déshumanisation et l'exploitation totale de l'autre, donc on oublie tout l'aspect romanesque. Ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas, ça me débecte, et elle, ça lui pose aucun problème. Et la conclusion, c'est que c'était un mois de novembre assez difficile en lecture, qui s'avère être le mois le moins satisfaisant dans l'année 2024, avec la moyenne la plus basse. Mais malgré tout ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. De mon côté, j'apprécie toujours autant à les faire, même avec un chat infernal pendant que je filme. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Le mois prochain, on aura 4 bouquins suspense issus du pot mystère, de la science-fiction, de la fantasy, de la cape et de l'épée, et une bonne vieille horreur cosmique là. 4 bouquins accompagnés du dernier roman du regretté Paul Auster. On se retrouve très vite au mois prochain.